On y va les amis, Jean-Philippe Cartier donc est avec nous. Salut Jean-Philippe, le fondateur de H8 Collection et puis investisseur dans pas mal de boîtes de la tech, parce qu'on va encore une fois parler tech. On avait promis de parler du Bitcoin la dernière fois, Jean-Philippe, donc voilà. Même s'il y a beaucoup d'actu, mais on va parler du Bitcoin. Luc Breton, salut Luc, associé Mandarina et fondateur, c'est ça Luc, de The Next Generation Summit, non, Next Generation Enterprise Summit. Next Gen Enterprise Summit. Voilà. Next Gen Enterprise Summit. Beaucoup sur management et innovation managériale. Voilà, innovation managériale. Bruno Maisonnier, salut Bruno, ancien fondateur d'Aldébaran Robotics, c'est maintenant Another Brain, tu travailles sur l'intelligence artificielle. Avec quoi on démarre? Ah oui, patron, à vous de jouer. Alors, juste quand même le rappeler, parce que c'est intéressant, discutant avec les chefs d'entreprise, ils savent eux, dans quelle situation ils sont en fait, les chefs d'entreprise, mais comme tout cela reste quand même assez discret, même si on échange avec des pairs et tout, ils ne savent pas que leurs concurrents, partenaires, etc., sont aussi dans la même situation, c'est-à-dire une situation inouïe pour l'économie et pour les entreprises françaises. Inouïe. Ça se voit donc sur les marges les plus hautes depuis 1949. Pourquoi 1949? Parce qu'avant, on ne les mesurait pas. Donc c'est sans doute les meilleures marges de l'histoire de l'économie française. Excédent brut d'exploitation qui a récupéré, donc ça, merci encore à Denis Ferrand, à Rexecode qui m'apporte tous ces chiffres, qui a récupéré l'intégralité de ce qu'il avait perdu l'année dernière, quasiment au centime près. Rexecode interroge les trésoriers d'entreprise. Les mecs sont, alors je ne sais pas comment ça se passe pour toi Jean-Philippe, mais les gars sont euphoriques. Alors non, parce que c'est peut-être dans le seul secteur où ça reste encore compliqué. Et les trésoriers sont euphoriques sur la trésorerie disponible et euphoriques sur les conditions de financement. C'est-à-dire, en plus, ça continue. Si en plus, tu as un projet, tu as besoin de quelque chose, en plus, il y a encore du pognon disponible. Qu'est-ce que vous allez en faire? Et c'est là que je dis patron, à vous de jouer, c'est-à-dire, c'est une phrase d'investisseur, je crois, Jean-Philippe, easy money makes stupid decisions. Ouais, mais je ne sais pas si c'est de l'easy money, je pense que c'est de l'argent qui a été pris en mode de protection. Ouais. Si on peut, Attends, quand je te parle de l'excédent brut d'exploitation, il n'y a pas les PGE dedans. Non, c'est... l'easy money, c'est souvent c'est fonds de garantie, chômage partiel, c'est du pognon qui va rester dans les boîtes, ça. Il n'y a pas le PGE là-dedans. Non, mais je pense que ce que tu as exprimé au départ est tout à fait juste. L'été a été exceptionnel, sans parler que du tourisme. Ouais. Personne ne peut vraiment se plaindre. Dès que tu croises, étant actionnaire, comme tu le sais, de 25 ou 30 boîtes, tout le monde est relativement content. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se plaignent, il faut le dire. Mais on ne peut pas le dire niveau au-dessus, parce que moi je dis... Il faut le dire niveau au-dessus. J'ai croisé quelqu'un qui a une très grosse boîte hier qui se plaignait encore d'un truc. Je lui dis, t'exagères. Enfin, voilà, je dis, objectivement, si on a le droit de dire merci, je ne vais pas tout mélanger en même temps, mais j'étais au Portugal, je l'ai déjà dit, quelques jours au mois d'août, et quelqu'un m'a dit j'aurais rêvé d'être français, par exemple. Bon, ben voilà, on a été extrêmement soutenus, extrêmement aidés, on a des marges records, on a une saison qui a été exceptionnelle dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, le digital, les ventes sur le web, tous les chiffres sont plutôt bons. Je suis actionnaire d'une boîte dans les compléments alimentaires, ça cartonne. Les gens font attention à eux, ils font attention à leur peau plus que jamais. Ma sœur, elle bosse chez Sephora, elle te dit c'est incroyable. J'ai parlé au patron de Dior, il me dit les chiffres sont lunaires. Oui, on peut pas dire. Voilà, on a le droit de dire que ça va bien. Ouais, on a le droit de dire que ça va bien. On vit une période incroyable et je pense que comme on s'est tous beaucoup inquiétés les 2 dernières années, on s'est tous demandé où on allait, je pense qu'on va faire relativement attention de tout ce pognon qu'on a gagné. Oui, mais alors justement, t'en fais quoi? Parce que l'idée, c'est quand même décarboner, digitaliser, moderniser. Ouais. C'est-à-dire, c'est une occasion pour investir que vous ne retrouverez pas, les gars. D'accord. Enfin, je pense que si tu prends ma personne, j'ai fait 3 investissements importants, dont un très gros dans le sud de la France. J'ai investi dans 4 autres boîtes. On modernise nos établissements. Donc, on investit à juste titre. Et pour rebondir encore sur ce que tu disais, et les conditions de financement sont toujours relativement faciles et à des conditions de taux et des durées assez incroyables. Moi, j'ai financé sur 17 ans sur une demande de 20 millions d'euros dans des conditions assez rapides. On a obtenu le financement au mois d'août. Bon, voilà, donc c'est quelque chose qui n'existait même pas avant. Donc au mois d'août, en général, il ne se passait pas grand-chose. Bon, on l'a obtenu entre le 15 et le 18, d'accord. Voilà, donc oui, donc c'est très push. On peut encore une fois dire que Bercy a fait le job là-dessus, puisque si on en est là, c'est aussi par rapport à tout ce qui s'est passé. Totalement. Non, mais on passe notre temps à gueuler, on peut dire franchement bravo là-dessus, puisque tout repart comme c'était prévu. Maintenant, il faut que ça dure. Bruno. Moi, je rajoute une couche. D'abord, bravo Bercy et puis tous ceux qui ont fait ça. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est génial. Mais en particulier dans ce qui me concerne plus, où j'ai un plus de points de vue, les startups, les petites boîtes, etc. Ouais. Ça arrive dans une phase
où l'écosystème est vachement plus pro, sérieux, mûr. Les entrepreneurs ont plus de plomb dans la tête, plus de réflexion, sont mieux capés, font plus attention. Les fonds d'investissement de private equity et de seed ont changé, ils n'ont plus le mindset. Donc c'est le contraire de ce que je disais, c'est de l'argent facile, mais people are not stupid. Et alors ça, j'en suis intimement convaincu. Ah mais non, mais c'est super intéressant. Je sais pas. Moi, je suis d'accord. On va parler des NFT, je sais pas si on peut. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Il y a de l'argent, on sait en trouver, les gens, mais on sait que c'est très volatile, on sait que donc les gens vont pas faire n'importe quoi. Et moi, je vois dans les boîtes aussi. Alors, j'ai moins de boîtes que toi, moi, mais je suis dans 17 boîtes et on investit partout. Et tout le monde investit. On a un beau panel avec vous. T'en as 17, t'en as combien déjà? Pas mal. Il sait plus en fait. Et puis t'as plein de chefs d'entreprise qui ont aussi gagné un peu leur vie, ce qui fait que maintenant, pardon du terme, mais pour arroser, il y a quand même beaucoup de monde qui est capable de suivre aujourd'hui sur un projet. Mais ça, c'est un sujet clé. Pour moi, c'est une des grandes différences entre les États-Unis et la France, qui est difficile à combler. C'est qu'il y a eu des générations de milliardaires aux États-Unis, et du coup, ils sont capables de prendre des risques sur leur fric personnel. Ouais. Et quand c'est ton fric, tu peux prendre des risques. Quand tu as des mandants, il faut que tu rendes compte à d'autres, tu es forcément beaucoup plus rationnel, et donc tu prends moins de risques. Ouais. Et donc ça leur donne un avantage aux Chinois aussi, qu'on n'a pas. Ça vient petit à petit. Il va encore falloir une génération. Il y a quand même une grosse équipe de chefs d'entreprise un peu successful qui investissent beaucoup dans la nouvelle. Mais là, on reste sur la tech. Mais je te parle que de la tech. Là. Ouais. Sur la tech, qui mettent des tickets de 50, 100, 150, ça représente vite 5, 6, 10 millions d'euros. Ça représente vite 30, 40, 50 participations. J'en connais, on a un tour de table dont je fais partie. Et ces gens-là... ils vont fortement et sincèrement parce que leur boîte à côté marche très bien et du coup voilà ils réinjectent. Donc mais cette histoire là c'est presque plus à votre mindset de patron. Je te donne la parole dans un instant, hein, Luc, mais cette histoire parce que par exemple c'est vrai dans l'industrie et les gars quand même ils doivent être aujourd'hui, donc ils se sont fait très 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 peur quand même dans l'industrie, des carnets de commandes qui s'effondrent 80% comme ça, t'as des machines, t'as des people, t'as tout ça, voilà, ça a bien secoué. L'image que je prends, que j'aime bien, c'est un terrible accident de train. Et puis tout le monde se redresse et tout, hop, le truc est par terre, ça fume, les rails sont déformés. Putain, personne n'est mort. C'est un truc de dingue, voilà. Dans leur mindset... Ils sont même en meilleure santé avant de prendre le train. Exactement. Ils arrivent à redresser le train, à le mettre sur les rails. Qu'est-ce qui ferait qu'ils ne saisissent pas cette envie d'investir? C'est-à-dire, je pense, de l'incertitude, l'idée, à un moment, ils vont me rattraper par la fiscalité ou des choses comme ça? Moi, je parle que pour moi, mais je ne ressens pas ça du tout. Je pense qu'il y a une envie d'investir, une envie de faire. Il y a en plus un petit sentiment de blocage pendant un certain nombre de mois. Donc, on le voit dans tout. On le voit dans ce fameux revenge consuming qui vaut partout, qui vaut pour l'investisseur. L'envie d'acheter, l'envie de faire une affaire, l'envie de... Voilà, moi je l'ai plus que jamais et je crois que des gens qui l'ont plus que jamais. Donc j'ai pas l'impression qu'on se... Moi je suis d'accord avec toi. C'est mon ressenti en tous les cas. La seule chose que je verrais si j'essaye de creuser pour essayer... Vas-y. C'est... on a trinqué quand même, chef d'entreprise, pendant la dernière année, les derniers 6 mois, enfin le premier semestre. On a trinqué à titre perso. Parce qu'il faut jongler dans tous les sens, parce que c'était compliqué. Et j'en vois, moi, qui se disent, je ne sais pas si j'ai envie de repartir comme ça. Voilà. Donc moi, je vois ça qui pourrait faire que certains changent de vie. Dans les cathédrales. C'était le sujet de la dernière fois. Je pense que sur les plus petites entreprises, il y a des réflexions qui se sont posées. Tiens, ça me fait penser à un truc. Mais sinon, tout le monde est à fond. Luc. Non, mais on dit souvent que les entreprises françaises n'ont pas les moyens face aux Allemands, face aux autres Européens d'investir, etc. Donc c'est le moment d'y aller, c'est le moment d'être à l'attaque, de consolider le secteur plutôt que d'être consolidé. Pour une fois que les Français ont un peu de réserve, on fait toujours des comparatifs entre les réserves de capital des sociétés allemandes et françaises en disant on peut pas combattre, on peut rien faire. Donc moi je pense que c'est vraiment une occasion rêvée pour le faire. Et puis moi je veux mentionner aussi la French Tech, parce qu'il y a du French Tech bashing, il y a du Startup Nation bashing tous les jours avec les présidentielles qui arrivent. Bon, on a quand même trois startups françaises là qui lèvent plus d'1 milliard. Alors allons-y, 1 milliard. Alors moi j'ai 3, j'en ai vu 2, Sorare et Miracle. T'en as une troisième Investir collective, 178 millions. Ah ouais, mais petits joueurs les mecs. Ah bah, c'est magnifique. 178 millions, tu te lèves même plus. On vient même plus sur le plateau. Et je t'annonce, je te l'ai dit il y a un mois, moi je suis actionnaire d'une société qui s'appelle Sunday, solution de paiement développée par les fondateurs de Big Mama. Et ils ont annoncé leur levée sur une valeur de 650 millions d'euros. Ils ont levé 100 millions d'euros avec les plus. Voilà. Donc ça a été annoncé aujourd'hui. Sur les 2 dernières années, quand même incroyable. il y a eu une transformation incroyable.
Alors, il y en a un de vous, donc Sorer, je pense, hein, vous aimez l'actualité économique, donc si vous ne connaissiez pas, vous avez été regarder quand même ce que c'était. C'est très très surprenant, c'est-à-dire Miracle à la limite, donc c'est l'autre grosse levée d'hier. Ça, je peux vous l'expliquer. D'ailleurs, l'entreprise me passionne, mais c'est les places de marché avec un sujet de souveraineté d'ailleurs. Hein, le fondateur, enfin ils sont les deux cofondateurs de Miracle, donc qui veulent convertir notamment les grandes boîtes à mettre en place des places de marché. Ils veulent aussi fabriquer l'anti-Amazon. Il y a un sujet de souveraineté. À un moment, Amazon ne va pas être le seul et unique grand magasin du monde. Donc voilà, faut se réveiller. Mais alors, le Sorer, les NFT, là, toi qui es Jean-Philippe à l'affût de tout ce qui est nouveau, tout ce qui est tech, etc. et tout, tu avais vu donc les tronches des footballeurs digitalisés qui se vendent 300 000 balles là Je connaissais parce que j'en ai entendu parler, parce que j'ai des plus jeunes et des gens que je connais qui m'en ont parlé. Après, c'est pas des sujets qui me parlent plus que ça. Mais, c'est un placement là, visiblement. C'est absolument lunaire. J'ai entendu parler de plus-value incroyable sur des tronches de joueurs digitalisés. J'ai entendu des 300 000, des 500 000, des sommes. Et voilà. Donc, quand on m'a dit ça, ça m'intéressait. J'ai essayé de comprendre. Et pas pour la plus-value, mais pour comprendre évidemment. La boîte vaut 4 milliards et demi. Mais voilà, j'ai vu, ils ont levé 650, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Ils sont 50, les gars. Et c'est absolument lunaire, mais c'est... on fera peut-être un parler avec le Bitcoin. Mais allons-y, mais c'est le monde vers lequel on va, il faut essayer de le comprendre, il ne faut pas devenir vieux con, donc il faut comprendre tout ce qui se passe autour de ça, et c'est le parfait exemple des créations de valeur qu'on peut faire sur des choses qu'on n'aurait même pas comprises il y a encore 3 ans, 5 ans, 10 ans, voilà. Donc c'est un beau modèle, c'est un modèle incroyable. Je comprends le NFT, je comprends toujours pas le Bitcoin, donc tu vas me dire, mais... C'est pas bien compliqué. Mais NFT... Alors NFT, non-fungible token, voilà. Donc non fungible, ça veut dire qui dure en fait. Qui est indestructible. Voilà. Qui peut être utilisé, réutilisé indéfiniment. Voilà. Et donc vous liez à un objet numérique, ça va être un fichier audio, un fichier vidéo, un son, une image. La tronche de Mbappé. Une identité et un ou plusieurs propriétaires. Ouais. Et donc ce qu'il faut bien voir là-dedans, c'est la liquidité extrême que ça apporte à ce phénomène marchand en fait. Vous pouvez échanger ces valeurs et les trader au niveau mondial. Quand vous faites une enchère... Un tableau de maître, il est toujours à un endroit et il sera à un seul endroit. Un quart de seconde. Donc c'est l'ubiquité. C'est pareil pour le Bitcoin. C'est la même mélange pas tout. C'est l'ubiquité et puis la liquidité extrême en un clic de pouvoir échanger, trader ces valeurs. Vous avez une bourse qui est totalement décentralisée avec un coût marginal d'opération qui est proche de zéro. Qui vous permet d'avoir toute la planète potentiellement accessible à ces choses-là. Donc vous disruptez totalement les places d'enchères physiques traditionnelles, les Sotheby's et compagnie, et sur des identités numériques qui ne sont pas non plus forcément dévoilées. Donc ça permet aussi de respecter un certain anonymat que certains acquéreurs souhaitent conserver. Donc il y a énormément d'avantages et on voit immédiatement une espèce de bourse de valeurs, pas seulement artistiques, mais de biens numériques au sens large qui s'ouvre. Donc c'est un marché qui n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et qui est durable. Et de la même manière que la blockchain, moi j'en suis persuadé, viendra à bout probablement du notariat ou de professions comme ça qui vont se faire totalement disrupter. Pas que la banque, hein, mais typiquement... Mais attends, notaire. Alors vas-y, notaire, parce que ça, moi j'entends beaucoup ça, la blockchain viendra au bout du notariat. Tu as toujours besoin à un moment d'un tiers de confiance absolue pour certifier que le terrain il est à toi. Bien sûr. Donc que le notaire il signe dans la blockchain, ou que je ne crois pas une seconde que ce soit une communauté d'utilisateurs de ta blockchain du cadastre de Clamart qui va certifier que le terrain est à toi. C'est pas possible. Je ne parle pas des notaires par hasard. Et je suis allé voir mon notaire la semaine dernière. Alors non seulement il a fallu que j'y aille avec mon épouse et qu'on a dû être physiquement tous les deux présents devant notre notaire, mais au moment de révoquer, alors en l'occurrence c'était un sujet de patrimoine et de transmission, au moment de révoquer un écrit qu'on avait réalisé il y a des années, le notaire, qui est très jeune, hein, donc ce n'est pas un problème de génération, il est allé chercher un grimoire, je ne peux pas dire autrement, hein, parce que le truc, la reliure se barrait, les pages étaient jaunes, il y avait des siècles, j'avais l'impression qu'il ouvrait un livre de magie, mais vraiment, il lui manquait plus que le bonnet de Merlin, et on y était, quoi, on était chez Harry Potter. Et il ouvre ça,
il écrit et il me demande de signer. Enfin, je veux dire, mais où on est, quoi? On est en 2021, c'est absolument qui doit incroyable. moderniser son truc, ok. Mais lui, il sera toujours le tiers de confiance assermenté pour, je reprends mon histoire du cadastre, dire telle parcelle du cadastre. Mais oui, mais lui ou sa fonction. Il appartient à Luc lui Breton. ou sa fonction, mais peut-être plus lui intuité personae, peut-être plus lui domicilié à tel endroit, et qu'il faille aller voir physiquement. Ah oui, et tout ça, c'est un problème de fluidité, de coût marginal. D'accord. Et tout ça aujourd'hui génère des aspérités et des frictions démesurées qui coûtent extrêmement cher et qui freinent la fluidité du marché globalement. Bruno. Tu as une grande partie du monde qui, pendant encore des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, voudra avoir confiance dans une personne, n'a pas confiance dans tout le reste. Enfin, moi, je suis désolé. Depuis que je ne vois plus mon banquier, je me sens beaucoup plus libre et beaucoup plus en confiance. Mais Luc, tu as dirigé le technocentre d'Orange, de qui on parle. C'est comme si tu disais, il y a 5 ans, il y a des gens qui ne veulent toujours pas payer sur le digital. Exactement. Mais j'entendais ça au début d'Internet. Moi, j'avais une boîte dans le web et je ne voulais pas payer mon billet d'avion. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ça va aller beaucoup plus vite que ça. Beaucoup plus vite. Moi, je crois qu'il y a une question de confiance. La question de fond, c'est la confiance. Et je pense qu'il y a une grosse partie de la population qui mettra très longtemps avant d'avoir une confiance. Reviens sur NFT. De plein de confiance. Revenons sur NFT, là. Bruno, tu découvres ça comme moi, d'ailleurs. Moi, je découvre, je ne connais pas ça. Je dois dire, je suis assez sidéré. C'est-à-dire, alors, je ne connais absolument pas l'art moderne, mais je vais acheter un Rembrandt, en fait. Je peux fédérer une sorte de communauté d'1 million de gars, et ensemble, on va s'acheter le Rembrandt. Absolument. Il sera à nous. On sera les seuls à le voir. Tu vas pouvoir attacher une infinité, de multiples identités numériques à un objet. Voilà. Exactement. Avec un smart contract. J'en ferai mon fond d'écran et je serai le seul à pouvoir en faire mon fond d'écran. 1200. Pour le Rembrandt, il faudra qu'on soit un peu plus de 1200. Non, mais oui, mais c'est. Bon, mais alors. Attends, parce que Bitcoin. Vas-y. J'ai un Rembrandt. Bitcoin, j'ai rien. T'as rien. J'ai rien. J'ai une vague valeur de confiance définie par, pour l'instant, ceux qui décident de continuer à acheter du Bitcoin. Quand tu regardes ton compte bancaire et que tu as écrit de l'argent dessus, tu crois que tu as quoi ? Non mais je te pose la question, t'as quoi ? Il est où l'argent ? J'ai 2000 ans d'histoire. D'accord, t'as 2000 ans. J'ai l'histoire monétaire de la France, de l'Allemagne. Mais pas d'accord, enfin bon Dieu. Et un certain nombre de stocks d'or. Oui, d'accord, mais même pas. J'ai l'histoire de la nation, et tu sais ce que j'ai à la fin ? À la fin, j'ai des flingues et des porte-avions quand même. Parce qu'à un moment, le gars qui voudra mettre en péril le système financier européen, ça va pas se passer comme ça. Le Bitcoin, j'ai rien. Non, mais ok, tu considères que tu n'as rien, mais tu es possesseur de ton Bitcoin, au même titre que tu peux avoir ton Ethereum. D'accord, mais il est appuyé sur rien. Il est appuyé sur une sous-jacent, comme on dit. Il est appuyé sur des échanges qui se font entre tous les particuliers, au même titre qu'ils se font sur ton token, sur ceux qui veulent échanger la carte. Des échanges. C'est la même chose. Si je veux vendre mon Bitcoin en un quart de seconde, il est vendu en un quart de seconde. Jean-Philippe, je peux le transférer en euros. Et je peux le transférer en euros. Des échanges qui ne servent à rien d'autre qu'à faire monter la valeur du truc, à spéculer. En bouffant quand même une quantité d'énergie considérable. Non mais d'accord, mais je pense que parce que là tu vois, c'est une question court-termiste. Aujourd'hui, c'est grâce à la blockchain, grâce à tout ce qui va se passer, quelle va en être son utilité ? Je te redonnais l'exemple du Salvador qui a fait une monnaie pour combattre par exemple le dollar et pour éviter d'avoir cette extraordinaire dépendance à cette monnaie qui fait foi depuis, qui s'appelle le dollar. Jean-Philippe, le chef d'entreprise responsable et libéral que tu es, j'ai du Bitcoin. Va aller voir la situation du Salvador. Et tu vas me dire si tu penses que c'est un modèle de développement. Je te dis pas, je te dis que c'est un... Ah bah si. Je te dis qu'en tous les cas, pour être moins contraint par des monnaies comme par exemple le dollar, je considère que le Bitcoin et les monnaies numériques sont des monnaies clairement d'avenir et qui sont beaucoup plus sécurisées, que tu veux bien le croire, et qui sont beaucoup plus sécurisées... C'est pas la sécurité mon sujet. Mon sujet, j'ai toujours pas de réponse à ça. C'est, ok, j'achète un appartement dans le monde du Bitcoin, qui me fait le crédit ? J'achète un appartement dans le monde du Bitcoin. Qui me fait le crédit ? Parce que globalement, c'est la disparition des banques. Donc, qui va faire le crédit ? Et on me répond, ce que me répond Pierre Noisa, le formidable Pierre Noisa, créateur de Paymium. Il me répond la communauté. Ah oui, ouais, d'accord. Je vais peut-être d'abord garder la Société Générale. Comme des dizaines de milliers de levées de fonds qui se font maintenant de cette manière-là. Exactement. Mais tu te rends compte pour le coup là de la difficulté, de l'ensemble des frictions que tu mets dans le système si je peux plus aller dans une banque négocier mon crédit ? Moi, je crois pas.
C'est pas ma manière de voir les choses à moyen long terme. Excuse-moi. Vas-y. Moi, je suis à fond dans la techno. Enfin, j'investis dans des boîtes qui vont faire des villes sur Mars. J'investis dans des boîtes. Donc, je suis à fond là-dedans. Mais c'est pas parce que je suis là-dedans que tout ce qui est techno me fait pétiller les yeux, etc. Les NFT, je connaissais pas spécialement, je connais pas. Je suis pas sûr que les gens aient confiance, parce qu'il y a des choses qui sont profondes, qui sont lourdes, qui sont culturelles, aient confiance facilement dans ces systèmes complètement digitaux et tout. Le Bitcoin, moi, j'ai essayé, parce que j'avais un neveu qui m'expliquait, mais t'es qu'un con, t'es qu'un vieux con, t'es pas... Donc j'ai essayé, voilà, et puis j'ai mis de l'argent, pouf, ça s'est tout cassé la figure, j'ai tout perdu. Mais non, il fallait le garder à ce moment-là. Regardez. Ah, bah donc t'es riche alors. Et dès que c'est remonté au niveau où c'était avant, j'ai vite revendu. Bon, après, c'est remonté, c'est rebaissé. Bon, mais ça c'est une monnaie purement spéculative. Pour moi, c'est ça. Donc, c'est ce que tu dis. Est-ce que tu l'as traité comme tel? T'en as acheté, tu t'es pas posé de questions et tu l'as vendu. Mais peut-être que ça vient. Mais quand tu faisais le lien par rapport, par exemple, au crowdfunding, je trouve que c'est pas la même chose. Enfin, moi, j'ai investi pas mal en crowdfunding dans différentes boîtes et tout. Mais quand tu investis, tu perds. Enfin, tu acceptes de le mettre pour le truc. Tu as envie d'aider des gens à soutenir un projet, etc. Mais je ne vais pas utiliser ça pour m'acheter une maison. Je ne vais pas utiliser ça pour un crédit, pour des choses sérieuses. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, je pense que c'est une question de confiance qui va mettre vachement plus longtemps que ce que tu crois. Encore une fois, moi, je le considère comme une monnaie. Toi, non. Donc, je considère ça comme un jeu. Tu vas dire, je vais acheter un bitcoin, il a monté, il a perdu, mon neveu m'a demandé d'en acheter, j'ai fait le con, j'ai perdu 10 000. Admettons, je résume un peu ton schéma. Moi, je considère que de par le blockchain et de par la sécurité que ça apporte, ça devient une monnaie d'échange. Moi, je fais des deals en bitcoin, j'ai acheté une montre en bitcoin, j'ai été livré de ma montre en bitcoin que j'ai acheté en Allemagne. C'est sécurité, ça prend une demi-seconde, les frais de transaction sont quasiment, comme tu disais tout à l'heure, plus ou moins égal à 0, et je me sens... pas plus ou pas moins en sécurité que de le faire avec ma banque. Il y a un anonymat qui est beaucoup plus important que ta banque. Aujourd'hui, c'est Monsieur Cartier, pourquoi vous envoyez 42 000 euros? Et pourquoi en Allemagne? Et pourquoi une montre? Et à qui? À quoi? C'est mon argent, je peux faire un virement, non? Non, ça marche pas comme ça. Donc moi, je trouve que cette... Je veux pas être celui qui est con. Non. Fini, Jean-Philippe, parce que... Bitcoin, non, mais attends, la transaction, parce que c'est du troc que tu nous décris là. C'est pas du troc, t'achètes avec... Un bitcoin contre une montre. Non, c'est pas un bitcoin, c'est une valeur. Le système financier, la création monétaire... La création monétaire, c'est le crédit. Non, le système financier, c'est le crédit. Donc, avant que tu puisses dire que c'est une monnaie, moi, je voudrais du crédit en Bitcoin, avec du taux d'intérêt calculé en Bitcoin. Mais qui va te garantir ça? C'est le cas déjà. C'est-à-dire sur Ethereum et toutes les plateformes, on peut avoir du crédit en Bitcoin et le crédit est amené... par un individu. Par la communauté. Et il est rémunéré pour cela. Et on est sur des taux bien plus intéressants que les banques. Absolument. Et donc, moi, je rejoins vraiment ce qui était dit. C'est sur quel taux? C'est moins de 10%. Enfin, c'est quelques pourcents. Ouais. Moi, je suis à moins de 1% sur les banques. Tu vois. Oui, mais ça dépend ce que tu achètes. Si c'est du crédit conso ou du crédit immobilier, etc. Je viens de dire que c'est plus intéressant que les banques. Non, mais là, c'est une période d'argent gratuit. Non, forcément, ça coûtera moins cher. Ça, j'ai pas de doute là-dessus, c'est évident. Ouais. Et moi, là où je te rejoins, c'est que l'intérêt de Bitcoin, c'est la transaction. Enfin, c'est d'utiliser Bitcoin pour améliorer la transaction, la fluidifier, la rendre moins chère, aller sur un coût marginal. Et voilà, et on n'est pas obligé de rester sur Bitcoin. On peut juste faire sa transaction, sortir, et à ce moment-là, le risque, encore une fois, n'existe pas. Tout ça est passionnant. Et puis on continuera ce débat. Mais la création monétaire, la monnaie, la banque, elle est dans son bilan comptable de l'ensemble des crédits qu'elle distribue. Enfin, c'est pas par hasard quand même si on a créé les établissements bancaires. Ils n'ont pas été créés d'ailleurs par les autorités. Ils ont été créés par des Vénitiens qui, à un moment, se sont dit il y a besoin d'un tiers de confiance absolue pour faire circuler la monnaie. Parce que, exactement, l'outil numérique n'existait pas. Mais oui, mais personne ne prend sur son bilan. Non, mais si, celui qui te prête l'argent, il prend le risque. Sauf qu'il prend une partie de ton risque et fédéré sur des centaines ou des milliers de porteurs, ça distribue le risque. Et puis, un autre exemple qui, moi, me fascine, c'est l'État du Wyoming, là, qui utilise maintenant la blockchain pour permettre à potentiellement une infinité d'investisseurs de créer contrats et de créer entreprises immédiatement sur la blockchain. Donc c'est le même type de risque, mais sur un contrat d'entreprise avec une mission, et ça a une valeur d'entreprise au même titre que la SARL aux États-Unis. Bon. Et donc ça, c'est pareil, fluidité, capacité de créer une entreprise en quelques secondes. On imagine tout à fait qu'on peut créer une entreprise pour un projet donné, l'éteindre si ça n'a plus d'intérêt, continuer à la développer en ouvrant le capital. Il n'y a plus de friction, quoi.
Enfin, pour moi, c'est... Pour en avoir créé 2 coup sur coup, là, il n'y a pas beaucoup de friction quand même. Enfin bon, bref, je referme, ça marche quand même bien. Attends, juste un mot, puisque après on va marquer une pause, mais j'avais gardé ça pour toi quand même, Bill Gates qui investit dans l'hôtellerie de luxe, là, c'est Bill Gates, visionnaire, déjà, il était raison. déjà actionnaire de Four Seasons. Oui, mais là, il prend tout, là. Non, il avait 20% ou 25%. Non, il avait 47%. Ouais, bah alors tu vois, voilà. Non, il a bossé, merci. Il a pris 80 ou majoritaire. Ouais. Je pense que l'hôtellerie fait partie des secteurs, je le vois même dans la restauration un peu haut de gamme. Tous les grands patrons ont envie d'avoir leur groupe hôtelier, leurs hôtels. C'est un secteur dont les multiples ont explosé, qui était un peu un secteur délaissé il y a 20 ans. Tu étais un peu l'hôtelier, tu étais le commerçant. Maintenant, si tu n'as pas ton hôtel, t'es has-been. T'es un peu has-been. Non, mais c'est vrai. Donc aujourd'hui, tu regardes les hôteliers. T'as raté ta vie si t'as pas ton hôtel. Non, c'est un peu ça. Et puis, il y a une impression pour ces gens-là, et à beaucoup plus petit niveau, évidemment, c'est ce que j'ai fait. Tu as une impression aussi de patrimonialiser, d'avoir un peu du dur, d'avoir des choses un peu plus concrètes. Et dans un environnement où on parle autant de Bitcoin que de prise de risque sur le digital, je pense que l'investissement d'un Bill Gates en se disant j'ai Four Seasons, ça paraît un investissement concret, solide, dans le dur. C'est un beau groupe, Four Seasons, c'est puissant. C'est un groupe extraordinaire, c'est pour moi une des plus belles chaînes de luxe mondial. Oui. Donc je pense que c'est un beau groupe. Alors après, il y a beaucoup de belles chaînes, il y a Belmont, il y a d'autres, mais je pense que Four Seasons, c'est un fleuron absolu sur lequel il a mis la main. Donc je pense que c'est un bon investissement de Bill. Moi, je me demandais s'il n'y avait pas une logique aussi derrière ça, qui est d'assurer un revenu plus long terme, plus sécure, etc., pour l'ensemble de ces opérations, de ces fondations, de tout ce qu'il fait, qui est grandiose, que je trouve génial, impressionnant, mais qui nécessite des capacités à long terme, quoi. Écoute, je pense que je ne peux pas te répondre là-dessus. Je pense qu'après, s'il avait 45%, d'en prendre 80% et de prendre Four Seasons, dans le cadre d'un portefeuille comme Bill Gates, ça va très bien. Tu sais, moi, l'image de Bruno, je l'avais utilisée une fois, c'est-à-dire que tu considères quand même globalement, tu paries sur un enrichissement global de l'ensemble de la planète, des classes moyennes, et notamment des classes moyennes émergentes. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Ce pognon devient une sorte de matière première, et l'hôtellerie de luxe, c'est la raffinerie, en fait. C'est vrai. C'est une raffinerie de matières premières. C'est vrai. C'est ça. Donc ça, c'est ça. Hein, et tu peux aller, pas de digression, mais sur le luxe. Moi, quand on m'a donné les chiffres du luxe, de manière précise, du chiffre de septembre, du mois d'août, de cet été, de gens qui y travaillent, je suis tombé par terre. Mais tu te dis, c'est pas la première chose que tu vas acheter quand tu sors de ces 2 ans, je dis n'importe quoi, un sac X de telle marque de luxe. Bah si, voilà, et pas qu'en Chine. Voilà, j'ai eu les chiffres d'une grande boutique de luxe dans le sud de la France, et m'a dit on a fait x4 par rapport à il y a 3 ans. Voilà. Et on parle en dizaines de millions d'euros. Et sans les touristes américains. Et sans les touristes américains, et sans trop d'Européens quand même. C'est ça. 70% de Français. Voilà. Non mais... Mais je te dis, inouï. Et l'hôtellerie de luxe, ça va dans ce sens-là. On marque une pause, on se retrouve dans un instant.